Bonsoir. Actualité oblige pour le décryptage de ce mercredi 30 août 2023 dans New Soir. C'est une édition spéciale axée sur le Gabon. Des militaires bouddhistes ont annoncé très tôt ce matin avoir mis fin au régime en place au Gabon et avoir placé en résidence surveillée le président Ali Bongo Ondimba, dont la réélection après 14 ans au pouvoir venait d'être annoncée. Un coup d'État condamné par la France et l'Union africaine, entre autres. Pour en parler sur ce plateau, mes invités sont Luma Gloire Kemayo, journaliste et président du Club de l'information africaine, mais également directeur de Niveau d'économie. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. Merci à vous également de nous rejoindre sur ce plateau. Mamadou Diouf, vous êtes éditorialiste. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Charlotte. Le Gabon, ce pays d'Afrique centrale riche en pétrole, était dirigé depuis plus de 55 ans par la famille Bongo. Quelques heures après le coup de force, les habitants ont très vite manifesté dans la rue leur soutien aux militaires, tandis qu'Ali Bongo a appelé dans une vidéo, je cite, ses amis à faire du bruit. Fin de citation. Luma Gloire, un coup de force au Gabon. Comment est-ce que le PDG est arrivé à en être une victime ? Non, je pense que c'est plus le président Ali qui a été victime de ce coup qu'il n'a peut-être pas vu venir, mais dont il avait quand même quelques prémices. Parce que, rappelez-vous, il y a eu un enregistrement juste avant un meeting des candidats qui a permis de désigner le candidat du consensus qui était Ondo Ossa. Et dans cet enregistrement, on entend quelque chose qui se rapproche quand même de ce que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire un coup de force. Puis, il y a eu également la déclaration de Ondo Ossa lui-même, juste après le vote, samedi, où il disait déjà, dans un premier temps au président, qu'il a 48 heures pour négocier, et dans un deuxième temps, que si les militants du PDG et Ali Bongo ont l'impression que la garde républicaine et l'armée sont avec eux, ils se trompent. Effectivement, après la publication des résultats, on a mesuré à quel point les propos étaient justes, ce qui avait été tenu par le candidat Ondo Ossa, candidat du consensus. Après le vote de samedi, l'attente a été un peu longue quand même pour avoir les premiers résultats. Mamadou Diouf, le scrutin déjà à la base était très contesté. Oui, pas seulement le scrutin, mais tout ce qui a précédé, parce que il faut arrêter de limiter une élection au scrutin en lui-même. Il y a tout un ensemble de choses qu'on prépare avant d'arriver au scrutin. Bien sûr, arriver au scrutin, c'est là où on voit les bulletins de vote, mais comme on le dit, si les dés sont pipés avant le jour du scrutin, le scrutin ne peut pas venir changer la donne. Ici, il y avait eu déjà plusieurs problèmes. Le premier problème, pourquoi revenir à un seul tour ? Alors qu'en règle générale, on quitte le un seul tour pour aller plutôt vers une élection à deux tours. Et pourquoi le faire à quelques mois ? Le bulletin unique a été un problème. Comment je veux élire un président de la République, des conseillers municipaux, des députés, et on m'oblige, si je choisis quelqu'un comme président de la République, de le choisir en même temps, sa liste comme député, sa liste comme conseiller municipal. Mais on est dans quoi ? L'élection présidentielle, tout le monde le sait, est différente des élections législatives, c'est différent également des élections municipales. Pendant le scrutin, on a vu ce qui s'est passé. Vous avez eu des bureaux de vote avec des retards. Je me demande comment on peut l'expliquer, de plus de 6 heures d'horloge où les gens sont là en rang, le bureau n'ouvre pas. Des bulletins qui ne sont pas présents pour le candidat de l'opposition, des bulletins de candidats qui ont désisté qui sont là. Mais tous ces éléments faisaient qu'effectivement, en plus du fait que c'est comme si eux, ils se préparaient. Moi, ce qui m'avait le plus marqué, c'est qu'on dit que pour manifester, il faut déposer 3 jours au préalable. C'est-à-dire, on interdit de manifester quand on publie les résultats, comme si on savait qu'en publiant les résultats, il risquait d'y avoir immédiatement une manifestation. Donc, celui qui veut manifester va devoir attendre encore 3 jours, en plus de la longue attente pour la publication des résultats. On sentait clairement qu'il y avait anguille sous roche dans cette affaire-là depuis le début. Et voilà, là où ça a abouti, ça ne peut pas être considéré totalement comme une surprise. Les premiers résultats annoncés portaient sur la présidentielle. Le score, on va en parler, sont 4,27% pour le président sortant Ali Bongo Ondimba contre 30,77% pour l'opposant. Oui, c'est-à-dire que les autres candidats n'ont pas existé. C'était des candidatures de témoignage ou des candidatures de dispersion de voix. Cela dépend de la position dans laquelle on se trouve. Mais il est à peu près évident que le PDG, pour le coup, a eu peur qu'il n'y ait pas une discipline au niveau des électeurs et donc a obligé pratiquement
tous les candidats qui étaient en lice pour les municipales et pour les législatives à se solidariser avec le président de la République. Je crois que cela signifiait déjà quelque chose au niveau de l'atmosphère au sein du parti où tout le monde n'était pas certain que la candidature du président de la République était portée par l'ensemble du parti. Et c'est pourquoi probablement en cours de campagne, on a modifié le statut du bulletin pour faire un bulletin unique que certains ont considéré plutôt comme un bulletin inique puisqu'il forçait les électeurs à faire un choix qui conditionnait toutes les autres élections, c'est-à-dire en choisissant le président de la République, on élisait à la fois et le député et les conseillers municipaux. 112 heures après le vote, les résultats donc, sont tombés la nuit dernière à presque 0 heure. Le coup d'État qui est survenu des heures après, est-ce qu'il y avait des éléments indicateurs? Oui, je crois qu'il y en avait quand même quelques-uns. Je rappelais tout à l'heure déjà l'enregistrement qui avait été entendu, un enregistrement d'une vingtaine de minutes dans lequel certains cadres de l'opposition qui s'est rallié à Ondo Ossa s'exprimaient quant à cette possibilité d'un coup d'État. Après, si on remonte, les dispositions ont été prises, bien sûr. Le couvre-feu qui a été instauré, Internet qui a été coupé juste après le début des élections. Et puis remontons quand même un peu plus loin pour voir que même sur le plan de la sérénité, il y a un ancien président de l'Assemblée nationale, Guy Zouba, qui avait été intercepté à la frontière entre le Congo et le Gabon. Il revenait en voiture et il avait sur lui une somme d'argent assez importante qu'il n'avait pas déclarée et qui avait été confisquée justement pour les besoins d'enquête. Et certains pensaient que c'était de l'argent qu'il allait utiliser, soit pour la campagne, soit pour une opération de déstabilisation de l'État. Donc tous ces éléments-là concouraient quelque part à justifier la méfiance dans laquelle on s'est retrouvé après l'opération électorale, juste avant la fin de la campagne, dans tous les cas. Et aujourd'hui, même si on dit qu'on n'a pas vu venir, ça créait quand même une atmosphère autour de l'élection qui n'était pas des plus sereines. Lundi, sur le plateau de décryptage avec vous, Mamadou Diouf, on parlait du Gabon. Le suspense après le vote, en attendant les résultats, vous craignez des tensions, mais pas un coup d'État. Bon, moi je parlais déjà lundi passé d'un coup d'État électoral parce que pourquoi couper Internet? Pourquoi installer un couvre-feu si on ne veut pas tripatouiller les résultats d'une élection? Si on veut publier les résultats d'une élection, clairement, ça ne pose pas de problème. Deuxième chose, pourquoi autant de temps pour moins de 1 million de votants? À l'heure du net, franchement, je disais qu'avec Excel, même quand on n'est pas très spécialiste, juste sur une page, on s'organise un peu, il suffit d'avoir les résultats. Au fur et à mesure, vous avez les résultats, vous avez les pourcentages toutes les 10 minutes si vous voulez. Pourquoi attendre tout ce temps s'il n'y avait pas quelque chose qui était en train d'être manigancé? Et c'est pourquoi j'ai taquiné en disant, attendez, c'est ce qui amène finalement le coup d'État militaire, mais il faut dénoncer tous les deux. Il ne faut pas attendre que ça arrive. Il faut dénoncer aussi bien ce coup d'État qui allait être un coup d'État électoral et dénoncer éventuellement un coup d'État militaire. Finalement, malheureusement, on a eu les deux en même temps, puisqu'on a proclamé les résultats. Donc, il y a eu le coup d'État électoral d'abord, il y a eu le coup d'État militaire ensuite, et voilà qu'on met le Gabon tout simplement dans l'incertitude, parce qu'il faut le dire, quand on change de régime de façon aussi brusque, rien ne garantit ce qui va se passer après. Cela dit, on a souvent l'impression que le Gabon n'a jamais connu de coup d'État ou de tentative de coup d'État, mais rappelons quand même qu'en 64 déjà, il y a un coup d'État qui a eu lieu, qui a duré quelques jours, et c'est grâce à l'intervention française que le premier président Léon Mba a été réinstallé, et qu'après, il a pu y avoir une élection sur un ticket, président, vice-président, qui a permis à Omar Bongo d'être co-candidat à la présidentielle et de poursuivre le mandat de Léon Mba quand il est décédé. Puis, il n'y a pas très longtemps, après l'accident vasculaire du président Ali Bongo, il y a eu une autre tentative de coup d'État, beaucoup plus folklorique, celle-là. Et là, on en est à la troisième tentative, en réalité. Justement, arrivé au pouvoir en 2009, le président Ali Bongo, victime d'un AVC en 2018, était-il toujours le même absent de la scène pendant plus de 10 mois pour une rééducation à l'étranger? Ces événements n'ont-ils pas, quelque part, fait vaciller son pouvoir? Ça fait vaciller, mais le fait est que avant même d'en arriver à l'accident vasculaire cérébral, il y avait eu un épisode
qu'on n'a pas beaucoup remarqué, mais qui était celui de dire que le Gabon n'est plus dirigé par les Gabonais, ce sont les étrangers qui dirigent le pays. Cela lui a été énormément reproché dans les premières années parce qu'il avait créé beaucoup d'agences qui se substituaient en réalité au gouvernement et au travail gouvernemental pour lui permettre d'aller beaucoup plus vite et d'être beaucoup plus efficace dans le contrôle de la gestion de l'État. Pendant le premier mandat, c'est cela qui lui avait été le plus reproché. On avait fermé les vannes pour la plupart des dépenses qui étaient considérées comme somptuaires et inutiles. Et cela n'a pas toujours été très bien vécu de la part des personnes qui en bénéficiaient. Et puis dans le deuxième mandat, il y a eu cet accident de sa part qui l'a mis presque hors jeu, qui l'a empêché de diriger le pays et qui a permis que certaines personnes fassent des choses à sa place. C'est pourquoi, à la suite du coup d'État, vous entendez dire qu'il y a des gens qui sont accusés de faux, d'usage de faux et ainsi de suite, trafic de stupéfiants et autres. Ça vise en particulier Nourdine, l'un des fils du président Bongo, qui a bénéficié d'une promotion assez importante et de sa mère également, qui était dans les coulisses et qui permettait cette gestion. Il y a d'autres personnes qui sont déjà en prison et qui ont bénéficié également de ces choses-là pour soustraire de l'argent, pour commettre d'autres forfaits pour lesquels ils sont poursuivis actuellement. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de frustration pendant le second mandat, mais tout était parti du premier mandat où on avait l'impression que Ali lui-même, dont la nationalité est contestée, parce que beaucoup disent qu'il n'est pas gabonais et qu'il est en réalité venu au Gabon à la suite de la guerre du Biafra, et qu'avec le club des étrangers qu'il a constitué, il avait mis le pays sous coupe réglée et qu'il ne lui permettait pas de bénéficier de toutes les richesses naturelles et humaines dont il dispose dans la gestion. Mamadou Diouf, un commentaire sur la question. Déjà, au Gabon, les opposants du président Bongo mettent régulièrement en doute sa capacité intellectuelle et physique à diriger le pays. L'opposition qui a revendiqué déjà dimanche la victoire à la présidentielle de 2023. Est-ce que ce scrutin contesté a quelque part accéléré la chute du président Bongo? Oui, le scrutin a effectivement, le résultat surtout, a accéléré la chute parce que il faut dire qu'objectivement, on n'a pas besoin d'être un médecin pour voir le président Ali Bongo pendant la campagne faire même un effort pour danser, mais quand vous regardez la danse, vous sentez qu'il y a une partie du corps qui ne suit pas. Il suffisait de regarder les mouvements des deux bras, des deux mains, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais les images ont montré un président qui a pu parcourir tout le pays pendant la période des campagnes. À quel prix? Non, Je pense que c'est surtout ça. Ça a été un effort fou, plus une ambulance derrière, plus un médecin qui est là pour le tonifier, pour que les quelques temps qu'il va prendre pour s'adresser aux gens, qu'on ait l'impression qu'on a devant nous quelqu'un qui est très en forme. Comparez seulement cette image avec l'image qu'on montre de lui après le coup d'État. Mais vous verrez que ce monsieur qu'on voit après le coup d'État ressemble plus à celui-là qui a été victime d'AVC que l'autre qu'on nous a montré, qu'on a bien préparé, qu'on a bien, j'allais dire, embaumé pour qu'il puisse avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir tenir un discours et faire croire aux gens que je me porte très bien. Mais une campagne électorale, on sait comment ça se passe. Mais il fallait le voir avec les foules, marcher avec les foules, faire le tour du stade. Mais il a fait une campagne statique. À part ces quelques gestes qu'il faisait pour montrer qu'il est capable de bouger, on ne l'a pas vu parcourir quoi que ce soit pendant la campagne électorale. Alors que dans une campagne, on sent le candidat qui vient, qui s'approche de la foule pour galvaniser davantage ceux-là qui vont faire la campagne avec lui. On n'a pas vu tout ça. Donc, on n'avait pas besoin d'être un médecin pour savoir qu'il ne se portait pas bien. Mais pourquoi on ne tire pas les leçons de l'histoire? Moi, en le voyant, ça me donnait Bouteflika d'Algérie. En le voyant, ça me donnait Conté de la Guinée qui votait alors qu'il était dans sa voiture. On est allé dans le bureau de vote, prendre les urnes, venir dans sa voiture pour qu'il vote. Mais les gens veulent rester au pouvoir jusqu'à quand? Pour ne pas dire jusqu'où? Est-ce que nécessairement il faut mourir sur le fauteuil présidentiel? Ça a été une erreur, à mon avis, de sa part. Et ça, les Gabonais ne lui ont pas pardonné. Parce qu'il faut le dire clairement, il y a tellement de travail à faire pour nos pays pour aller vers le développement que la capacité physique, le certificat médical ne doit pas être un certificat de complaisance.
Parce que si la personne n'est pas en mesure de tenir le pays, mais ce que Luc disait tout à l'heure, c'est ce qui va se passer. Vous avez des systèmes qui vont se mettre en place. Il y a des gens qui vont capturer le pouvoir. Et c'est la même chose qui s'était passé avec Bouteflika. Et après, regardez, on commence à aller dans la même direction que ce qui s'est passé avec Bouteflika. On a attrapé son frère, on a attrapé son pourcentage, son entourage plutôt. Et regardez ce qu'on reprochait à l'entourage de Bouteflika. Regardez ce qu'on reproche à l'entourage de Ali Bongo, mais c'est presque exactement la même chose, ce qui montre qu'à un certain moment, le président n'était pas celui qui détenait véritablement les rênes du pouvoir. Et justement, je vous propose de suivre à présent les premières déclarations à la télévision des militaires annonçant l'annulation des résultats de la présidentielle, la dissolution des institutions et qui ont surtout assuré que le président Ali Bongo Ondimba avait été placé en résidence surveillée avec ses médecins. I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to Je all suis the Ali friends Bongo Ondimba, that we président have du all Gabon, over the world. et j'envoie un message à tous les amis que nous avons dans le monde entier pour leur dire de faire du bruit. De faire du bruit parce que les gens d'ici m'ont arrêté, moi et ma famille. Mon fils est quelque part, ma femme est ailleurs et je suis à la résidence. En ce moment, je suis en résidence surveillée et rien ne se passe, Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, je vous appelle à faire du bruit, à vraiment faire du bruit. Je vous remercie. Merci. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise, really. I'm thanking you. Nous sommes en direct sur Niwa d'Enfant. Vous avez plutôt suivi la vidéo où on pouvait voir la première sortie en public du président. Après le coup d'État, nous reviendrons dans le courant de cette émission. Mais comme je le disais, les militaires ont tout de suite rassuré que le président avait été écarté avec la famille, les membres de sa famille et ses médecins. Oui, c'est-à-dire on est dans un cycle de coup d'État sans effusion de sang sur le continent africain. Je ne sais pas s'il faut le saluer ou pas, mais le fait est que c'est un grand changement par rapport au coup d'État que nous avions entre les années 60 et les années 80. On n'est plus obligé de tirer un coup de feu, voire de tuer le président sortant. C'est déjà ça, de préserver la vie des présidents déchus. La deuxième chose, c'est que c'est quand même pitoyable de voir le président Bongo dans cet état parce qu'il est filmé en contre-plongée, ce qui le rend encore plus petit, au-delà de ce qu'il est déjà en train de vivre et qui est très difficile pour un homme, pour un président de la République. À côté de ça, il s'exprime en anglais quand même. Reconnaissons que le Gabon est entré au Commonwealth, mais reconnaissons aussi qu'une grande partie de la population gabonaise s'exprime plus en français qu'en anglais. Quand il s'exprime en anglais, à qui s'adresse-t-il ? À qui voudrait-il qu'on obtienne Justement, le message, le contenu de cette vidéo, on va en parler, mais je pense que la régie est prête avec la vidéo sur la déclaration des militaires. On va suivre cette vidéo et revenir juste derrière. Monsieur Ali Bongo Ondimba est gardé en résidence surveillée. Il est entouré de sa famille et de ses médecins. Les personnes dont les noms suivent sont arrêtées notamment pour haute trahison contre les institutions de l'État, détournement massif des deniers publics, malversation financière internationale en bande organisée, faux et usage de faux, falsification de la signature du président de la République, corruption active, trafic de stupéfiants. Il s'agit de Noureddine Bongo Valentin, Yann Ghislain Ngoulou, Mohamed Ali Saliou, Abdul Hosseini, Jesse Ella Ekoga, Steve Nzeko Dieko, Syriac Mvouranjami. De retour en plateau, Mamadou Diouf, des commentaires sur la vidéo? La vidéo rejoint ce que je disais tout à l'heure. Tous ces noms qu'on cite,
c'est le proche entourage du président de la République. C'est ce qu'on appelle d'habitude les hommes forts, qui sont forts parce que le président de la République est là et qui les amène parfois à oublier qu'eux n'ont pas été élus et qui se sentent tellement forts que parfois on oublie qu'il y a la loi, on oublie qu'il y a des règles, on oublie que le pouvoir finit un jour. Mais aujourd'hui, tous ces gens-là sont pris et ils vont devoir rendre compte et ça va être extrêmement compliqué pour eux. Il faut quand même noter une petite contradiction dans ces discours. Le président dit qu'il ne sait pas où est sa femme. Il ne sait pas où est son enfant, c'est comme s'il est seul, alors que les militaires nous disent qu'il est avec sa famille et avec ses médecins. Bon, ça, d'habitude, quand il y a des coups d'État, on voit toujours cela, mais il est bon de le signaler pour qu'on se rende compte que les gens sont en train de s'organiser. Ils n'ont pas fini de faire ce qu'ils veulent faire par rapport à cette ancienne équipe qui était au pouvoir au niveau du Gabon. C'est dommage, mais on ne peut pas verser des larmes pour ces gens, puisque c'est ça également la difficulté. Puisque ce qu'on leur reproche, quand on va jusqu'à parler de trafic de drogue, ben moi je ne savais pas que le Gabon était également un État narcotrafiquant. On connaissait la Guinée-Bissau qui était dans cela, mais que le Gabon également le devienne, avec tout ce qu'ils ont déjà comme ressources naturelles, pouvant leur fournir des revenus, qu'est-ce qu'ils vont faire dans du trafic de drogue? La signature du président, ben, comme on l'a dit tout à l'heure, quand le président n'est plus en mesure de tout contrôler, ben aujourd'hui, avec la signature électronique, il est facile de signer au nom du président pour pouvoir bénéficier de ce qu'il y a derrière la signature. Bon, tout cela, attendons de voir et espérons que la justice gabonaise fera son travail simplement en tant que justice gabonaise et qu'il ne s'agira pas de faire une chasse aux sorcières. Se reposant sur ces déclarations dans la vidéo, on est tenté de dire dans les coulisses de l'État au Gabon, il y avait des failles, il y avait des problèmes. Non, il y avait très certainement des failles et des problèmes, mais je crois que par-dessus tout, il faut quand même remarquer que les poutistes ne viennent pas de l'extérieur. Quand je dis de l'extérieur, c'est qu'ils ne sortent pas, ils ne viennent pas d'en dehors du pouvoir. Ils étaient déjà dans la machine et il me semble d'ailleurs que... Justement, le comité pour la transition et la restauration des institutions, que sait-on de ce groupe de militaires ? C'est un groupe de militaires qui appartient, si je devais ethniciser, c'est pas quelque chose, c'est pas un exercice que j'aime faire, mais si on devait ethniciser, ce sont des gens très proches de l'ethnie du président Bongo. C'est d'ailleurs son neveu qui est à la tête de ce conseil et qui a été aide de camp, l'un des aides de camp du président Omar Bongo, qui a précédé Ali Bongo. Donc, ce ne sont pas des gens venus de nulle part. Ils connaissent la maison, ils connaissent la famille. Et je pense que quand ils disent que le président est dans des conditions qu'ils ne le mettent pas en mauvais confort, ils savent de quoi ils parlent et il y a de bonnes raisons de leur faire confiance. Il y a la décharge du président qui ne sait pas où est sa femme et où est le reste de sa famille. Peut-être qu'ils sont dans la même concession sans être exactement au même endroit. Donc lui, ne les voyant pas, ne peut pas dire qu'il sait où ils sont. En revanche, les autres qui les ont mis là savent précisément où ils se trouvent et je pense qu'il faut mettre ça à sa décharge. Et au cours de cette journée de mercredi, un visage a été présenté comme le nouvel homme fort du pays, le général Brice Oligui Nguema. Que sait-on de lui ? Ben, ce qu'on sait, c'est que ce qui est de plus clair, c'est ce que Magloire vient de dire, c'est quelqu'un qui connaît très bien la maison. Pour ne pas utiliser l'expression consacrée, c'est quelqu'un qui est dans le système. Puisque quelqu'un qui a été aide de camp de l'ancien président Omar Bongo, qui se retrouve finalement comme premier responsable de la sécurité présidentielle, ça veut dire que celui-là, il est complètement dans le système. On ne peut pas l'appeler autrement. Même s'il est vrai qu'à un certain moment, il y a eu peut-être un peu de bruit avec le président actuel, c'est quelqu'un qui est complètement dans le système. Maintenant, c'est un peu également, je ne sais pas si c'est le nouveau modus operandi des coups d'État, il faut l'appeler ainsi. Parce qu'on se retrouve face à un scénario comme au Mali. Oui, mais pas seulement comme au Mali. C'est pas comme au Mali. Au Niger. C'est que de plus en plus, pour faire un coup d'État, on n'a pas besoin de venir faire un rapport de force. Parce que ce sont ceux qui ont les armes, qui sont censés protéger le président, qui sont déjà autour de lui. Mais pour le capturer, je ne vois pas quel effort on va devoir faire. Ça va poser question, alors que pendant longtemps, les armées, c'est vrai, les armées le font à voix basse, mais les armées se plaignent du fait que ces gardes prétoriennes deviennent des sortes d'armées à l'intérieur de l'armée,
une petite armée à laquelle on fait plus confiance par rapport à l'armée de façon générale, certainement les données vont changer à partir de maintenant, puisque là où on croyait qu'il y avait le plus de sécurité, c'est de là qu'est parti de plus en plus aujourd'hui, ce qui a fait tomber des présidents. Vous parlez que les choses doivent changer. Qu'est-ce qui pourrait changer pour mieux assurer la sécurité des présidents? On peut penser à une externalisation des services, c'est-à-dire que au lieu d'avoir les nationaux qui assurent la sécurité, avoir un pourcentage, là ça dépend de l'appréciation de chacun, mais un pourcentage d'étrangers qui pourraient être des mercenaires, mais des sociétés de sécurité en général, qui seraient le cercle le plus rapproché des chefs d'État pour que cette question de confiance-là reste quand même d'actualité. Parce que si vous faites confiance à votre armée, dont vous êtes le commandant et qui est censé vous protéger en cas de coup dur, mais que c'est lui qui vous met le premier coup de poignard dans le dos, ça interroge énormément sur la capacité à rester dans ce schéma-là et à être certain qu'il ne va rien se passer. Mais de l'autre côté, quelle que soit l'armée que Justement, vous mettez la autour diversité de vous, dans la garde rapprochée, ce n'est pas non plus zéro risque. non, je veux dire, au-delà même de la sécurité, ce qu'il faut, c'est arriver à satisfaire les engagements que vous avez pris. Si vous avez pris des engagements, vous devez les tenir. Parce que si vous ne les tenez pas, le peuple qui vous a élu reviendra vous demander des comptes et il est possible qu'il demande votre départ puisque c'est lui qui est le détenteur final du pouvoir. S'il ne veut plus de vous, vous pourrez en écraser 10, vous pourrez en écraser 1 million, vous pourrez même les écraser tous si vous voulez, mais vous régnerez sur des ruines. Et aujourd'hui, estimer que la force est le meilleur moyen de rester au pouvoir n'est plus une assurance vie. Les militaires ne sont plus là pour assurer la sécurité quoi qu'il arrive. Eux aussi, ils ont des familles, eux aussi, ils vivent dans des quartiers parfois difficiles où la cherté de la vie, où les difficultés du quotidien ne sont pas une fiction. Donc ils vivent cela et par moments, quand on leur demande de tirer sur la foule, je mets de côté la Cour pénale internationale qui peut les poursuivre, mais ce sont souvent des personnes avec lesquelles ils ont grandi, ce sont des personnes avec lesquelles ils partagent le quotidien. Et donc par moments, ils peuvent avoir des scrupules, ne pas tirer, ne pas écraser les rébellions et même faire foule, faire un avec ces populations qui sont en état de divorce avec leurs élus. 14 ans de règne, le Gabon sous Ali Bongo, Mamadou Diouf, qu'est-ce qu'on peut retenir? Je dirais un règne difficile. Contrairement à son père qui s'était plutôt organisé aussi bien à l'interne qu'à l'international avec des appuis, j'ai l'impression qu'Ali Bongo a eu du mal à s'asseoir aussi bien à l'intérieur du Gabon que par rapport à l'extérieur parce qu'il n'a pas pu continuer le leadership que son père avait. Et quand on le voit appeler au secours, c'est ça que ça montre. S'il avait assumé ce leadership, on aurait vu les condamnations tomber beaucoup plus rapidement et on aurait vu des condamnations beaucoup plus radicales que certaines condamnations qu'on a vues qui ressemblent juste au principe de le coup d'État n'est pas constitutionnel, on le condamne. L'autre élément qui est important, Magloire en parlait tout de suite, mais quelle sécurité un président peut avoir qui puisse être meilleur que les populations elles-mêmes? On a vu au Burkina, quand le fameux général a fait son coup d'État où tout le monde se posait des questions, mais qu'est-ce qu'il cherche encore, ce Diendéré-là? Mais ce sont des populations qui ont bloqué d'abord le coup d'État avant que l'armée ne sorte. La meilleure assurance pour un chef d'État, c'est les populations. Mais comment avoir l'assurance de ces populations? Si on a tenu un discours, on a pris des engagements, rien n'a été respecté. On est arrivé au pouvoir, on a mis son clan, on a mis ses proches, on voit les gens s'enrichir devant tout le monde. La justice n'est pas indépendante. Mais quand vous posez tous ces problèmes, ça donne ce résultat qu'on voit à chaque fois quand il y a coup d'État et que je vois les populations sauter. Est-ce que les populations acclament le coup d'État? Ou bien est-ce que les populations sont en train de dire une sorte de ouf de soulagement par rapport à une personne ou par rapport à un système qui les a tellement opprimés qu'ils ne se rendent pas compte qu'on a fait partir le système de façon illégale, on est venu prendre le pouvoir de façon non constitutionnelle, mais les gens sont obligés de manifester une sorte de solidarité par rapport à, j'allais dire, ces faux héros que l'on voit de plus en plus aujourd'hui dans nos pays, dû au fait que la gouvernance qui a précédé n'a absolument rien à voir avec tous les principes, avec tous les textes qui ont été écrits, rien à voir également avec un discours qui a tendance à se dire ça va, nous réglons les problèmes, nous faisons ceci, nous faisons cela, et après un tel discours, vous voyez le monsieur qu'on fait partir et on sort après tout ce qu'il a créé comme problème pour le pays à la place des solutions qui avaient été annoncées.
Dès les premières heures de coup d'État au Gabon, dans les rues, on a pu voir la population descendre. Mais qu'est-ce qui explique, qu'est-ce qu'il faut Non, comprendre? c'est-à-dire, ils ont été travaillés pendant plusieurs... Enfin, je ne sais pas si c'est juste de ma part de dire cela, mais pendant plusieurs années, les Gabonais ont eu l'impression que leur pays appartenait uniquement aux Bongo. Et que tant que les Bongos seront là, ils ne seront pas en paix, ils ne pourront pas bénéficier de leurs richesses et vivre sereinement avec toute la dignité à laquelle ils aspirent. Mais ce que je voudrais dire, enfin, le président Ali Bongo a quand même fait partie du cercle des réformateurs au sein du Parti démocratique gabonais avant la conférence nationale au Gabon. Certains oublient cet épisode-là où son père était président, il faisait partie du Parti démocratique gabonais, mais il faisait partie de la frange de ceux qui, au sein du PDG, estimaient qu'on pouvait avoir droit à une gouvernance différente. Pendant que beaucoup qui sont dans l'opposition aujourd'hui étaient autour du père et bénéficiaient des largesses du père. Je veux dire, ça, il faut quand même se le rappeler. De l'autre côté, quand il est arrivé au pouvoir, il a probablement procédé avec beaucoup de violence à la rupture par rapport au système d'avant, qui était un système dans lequel le président Bongo, Omar, estimait qu'il valait mieux acheter ses opposants plutôt que d'avoir une bataille et améliorer le quotidien des Gabonais dans la manière dont ils vivaient. Donc il y a eu une rupture un peu trop brutale de la part de beaucoup de gens, de la part de la population, mais aussi au sein du PDG. Tout ça n'a pas été vécu avec allégresse, joie et solidarité par tous les cadres du parti. Et d'ailleurs, en 2016, quand il se représente, c'est la même chose qui lui est opposée. Il est obligé de remplacer l'une des pièces maîtresses de l'administration de la présidence et de confier la gestion aux Gabonais pour qu'on ait l'impression qu'il a compris le message selon lequel le pays n'a pas besoin d'être géré comme il le pensait. Donc il y a eu des réajustements, mais à côté de ça, n'oublions quand même pas aussi qu'il y a beaucoup de crises. D'abord, la crise du prix du pétrole qui a drastiquement baissé entre-temps. Il y a eu la crise du Covid et toutes les autres crises. Et l'économie du Gabon est malheureusement une économie pour le moment axée sur l'exploitation des produits miniers. Donc c'est le sous-sol qui permet aux Gabonais de vivre. Et le train de vie que cette orientation économique leur a donné a baissé à cause de toutes les crises. Senghor parlait de la détérioration des termes de l'échange, mais la détérioration du terme des échanges a été fatale aux Gabonais. Et donc toutes les guerres intestines qu'il y a eu, d'abord au sein de la famille biologique, ensuite au sein de la famille politique du Parti démocratique gabonais, et ensuite par rapport aux populations gabonaises, tout cela a conduit à un climat de suspicion, de frustration et même de désapprobation qui a poussé à ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire un président rejeté qui paye à la fois pour son père et pour toutes les errances qu'il y a eu, notamment la gestion scandaleuse des ressources du pays qui a beaucoup plus profité aux sociétés pétrolières, par exemple, qu'aux Gabonais eux-mêmes. Et puis le choix qui a été fait, alors qu'il n'est pas un président, je ne dirais pas que Ali Bongo a été très soutenu par la France ou qu'il a axé sa politique sur une coopération privilégiée avec la France, mais aujourd'hui, il est considéré comme un président qui a favorisé l'enrichissement de la France, qui a favorisé l'appauvrissement, la paupérisation des Gabonais au profit de la France. Et en Afrique centrale, le Gabon fait partie des organisations régionales. De quelle influence joue le pays au sein de ces organisations? Déjà actuellement, la communauté, l'équivalent de la CEDEAO en Afrique centrale, la CEAC, est présidée par le Gabon. Donc c'est le président Bongo qui assumait encore la présidence de cette organisation régionale jusqu'à présent. Je rappelle que l'Afrique centrale bat quand même les records de longévité au pouvoir. Vous avez par exemple la Guinée équatoriale, dont le président est en place depuis 44 ans à la suite d'un coup d'État. Vous avez le président Biya au Cameroun qui est au pouvoir depuis 40 ans à la suite, cette fois-ci, d'une démission de son prédécesseur qui était parti au bout de 22 ans et qui lui avait confié les rênes du pouvoir. Vous aviez en Angola un président qui était resté très longtemps, mais qui a passé la main. Mais quand vous totalisez, je ne parle pas du président congolais Denis Sassou Nguesso, qui a également une très grande longévité au pouvoir, mais vous concentrez au niveau de l'Afrique centrale à peu près toute la longévité politique des présidents qui sont restés très longtemps, qui ne sont pas toujours là pour des raisons politiques nobles, mais parce qu'ils ont la capacité de garder le pouvoir et que le code électoral par moment est fait pour qu'ils restent au pouvoir aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Mamadou Diouf, la série de coups d'État de l'Afrique de l'Ouest en Afrique centrale, cela soulève des inquiétudes, des questionnements.
Oui, ça va ajouter au questionnement, puisque le coup d'État au Niger avait été considéré comme le coup d'État de trop. Maintenant qu'on disait que c'était trop, on n'a même pas mis 2 mois ensuite, presque 1 mois après, il y a encore un coup d'État. La question à se poser, c'est que ici, c'était plus une réflexion intra-CEDEAO pendant un temps. Aujourd'hui, le coup d'État n'a pas eu lieu cette fois-ci à l'intérieur de la CEDEAO. Mais nous sommes toujours au niveau de l'Union africaine. Rappelez-vous la longue discussion au niveau de l'Union africaine pour prendre une position par rapport à ce qui se passe au Niger. Il faut s'interroger, est-ce que ceux qui avaient dit qu'il fallait sanctionner fortement le Niger, on ne risque pas de dire mais ils avaient raison par rapport à ceux qui disaient non, il ne fallait pas le faire, parce que le coup d'État du Gabon qui s'ajoute, ça ne sera pas à la CEDEAO de gérer, c'est plutôt à la CEMAC de gérer. Je me demande même comment ils vont faire, parce que là-bas, ça va être compliqué. Mais ça pose ce problème fondamental de qu'est-ce qu'on fait des coups d'État. Non, mais ça pose surtout le problème de comment on vit notre démocratie. Parce que nous sommes arrivés à un cycle, et c'est toi qui le relevais avec beaucoup de justesse, où les populations applaudissent les coups d'État. C'est quand même le comble. Le vrai détenteur du pouvoir accepte d'être usurpé. Tout à fait. Par les militaires, par la force, qu'on instaure une loi de la jungle qui n'est pas acceptable. On ne peut pas accepter les coups d'État. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une configuration qui fait que ceux qui sont légitimes pour contester les coups d'État, ce sont eux qui soutiennent justement et se réjouissent des coups d'État. Oui, en fait, ça se comprend en partie puisque ces coups d'État ont ce qualificatif qui n'est pas intéressant. Les populations les considèrent comme des coups d'État libérateurs. Aujourd'hui, avec ce pseudo ou bien ce néo-panafricanisme qu'on a ajouté là-dessus, qui est différent de ce que moi j'ai appris du panafricanisme dans les livres, ça fait que les populations ont une sorte d'espoir qui est extrêmement important, qui est là, alors que qu'on fasse attention. Même un président élu, dans de très bonnes conditions, qui prend 2 mandats, ne règle pas les problèmes des populations. Il ne peut pas. Le développement, c'est un travail à longue haleine. Je viens déposer ma pierre, un autre vient déposer sa pierre, on finit. S'il y a eu des convergences qui sont extrêmement fortes, s'il y a des consensus qui sont extrêmement forts, on finit par faire quelque chose. Mais avec ce qu'on est en train de faire, quand on vient, on remet en cause tout, on recommence. Mais avec un éternel recommencement, mais l'aboutissement, ça sera pour quand? Alors qu'avec les coups d'État actuellement, on est dans une sorte de recommencement. On vient, on remet en cause tout, on fait comme si on peut tout régler. Mais n'oublions pas qu'il y en a eu à peu près une centaine en Afrique entre 1953 et aujourd'hui. Si c'était les coups d'État qui réglaient le problème, avec 100 coups d'État, on devrait être au sommet du monde. Et à chaque fois, comme au Niger, les militaires au Gabon, et donc c'est les raisons, en tout cas leurs raisons de ces coups d'État, disent-ils une grave crise institutionnelle, politique, économique et sociale. Il y a toujours un motif. Ouais, mais on est obligé de justifier un coup d'État. On ne peut pas prendre le pouvoir par la force, tout le monde sait que ce n'est pas normal. Il faut donner une raison et à la limite, il faut avoir une raison suffisante. D'habitude, les raisons qu'on donne, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Mais ce monsieur a toujours été dans le système. Quand lui, il parle de détournement massif, quand lui, il parle de corruption, moi, je suis étonné. Puisqu'en 2020, c'est-à-dire bien avant ce coup d'État, pendant que certaines organisations se mettaient à poursuivre ceux qui prennent les deniers publics dans les pays africains et qui vont construire ailleurs, mais l'actuel homme fort du Gabon a été cité parce qu'il a des maisons au niveau des États-Unis à hauteur de 1 million de dollars. Au Sénégal également. Non, je parle du Gabon parce qu'au Sénégal, il a duré là-bas parce qu'il a été attaché militaire au niveau de l'ambassade du Gabon à Dakar. Mais il est cité par le projet de signalement des crimes organisés et de la corruption. Mais on le considère comme un multimilliardaire. On le considère comme un homme d'affaires. Mais si c'est lui qui doit lutter contre les détournements massifs, mais je me demande qu'est-ce qu'on va faire avec les détournements massifs. C'est dommage qu'on soit actuellement dans une sorte de, j'allais dire, championnat d'Afrique des coups d'État, parce que finalement, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Mais qu'on fasse attention, quand on veut venir pour changer nos pays, ce qui est noble, ce qui est nécessaire aujourd'hui. Mais il faut que ceux qui viennent et qui portent le changement soient des gens qu'on peut regarder en face sans pour autant baisser la tête. Justement, que peut-on attendre de ce comité de militaires arrivés au pouvoir au Gabon? Que peut-on attendre d'eux? Ce qu'on peut attendre, c'est qu'ils
c'est qu'ils rendent rapidement le pouvoir aux civils, qu'on retourne rapidement à quelque chose de politiquement et d'éthiquement normal. Quand je dis ça, je voudrais juste voir que il ne s'agit pas de dire que les élections règlent les problèmes. Il ne s'agit pas de dire que la démocratie, c'est la panacée. Il s'agit de dire que quand dans un pays, on s'est entendu sur les règles, il faut les respecter jusqu'au bout, quel que soit le cas de figure. Et pour moi, le consensus sur le fait qu'on ne prend pas le pouvoir par les armes, c'est un consensus qui doit être accepté et respecté par tout le monde, y compris par les poutistes. Et quand je dis ça, je pense également au panafricanisme parce que ces derniers temps, quand il y avait des coups d'État dans le Sahel, on aimait dire que c'est quelque chose qui a été fomenté soit par les Russes, soit par les Chinois. En tout cas, on trouvait toujours quelqu'un à l'extérieur pour justifier ce qui s'est passé. Là, pour le coup, on parle d'un coup d'État salvateur, on parle pratiquement d'une révolution de palais, parce que les Gabonais eux-mêmes en étaient arrivés à un stade où ça devenait insupportable de voir la détresse de ce président qui était obligé. C'est à dire que les scènes de liesse ce matin dans les rues de Libreville, notamment la capitale gabonaise, c'est le signe d'une adhésion de la population. Libreville, hein. J'ai vu des images qui venaient de plusieurs coins du Gabon. Il y a Port-Gentil, il y a plusieurs endroits, la banlieue. Oui, ce ne sont pas des images qui sont limitées à Libreville comme on l'a vu, parce que à la différence du Niger où au début tout était concentré à Niamey, ici c'est l'ensemble du pays qui est concerné par les scènes de liesse qu'on a vécues, y compris les livraisons de bière qu'on voyait apportées aux poutistes par casier. Donc ici, il y a probablement un dilemme qui est celui de savoir comment est-ce que la population peut se réjouir d'un coup d'État et comment est-ce qu'on peut justifier qu'un coup d'État soit arrivé aujourd'hui et qu'on le trouve salvateur pour le pays. Et je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut trouver la réponse et se dire que, quelque part, est-ce que nous ne nous sommes pas trompés sur le continent, sur les vrais modèles qui permettront notre développement? Je m'explique. Nous avons eu nos indépendances en 1960. La France-Afrique, on l'a vécu pendant un certain nombre d'années. Et le Gabon est l'un des symboles de cette France-Afrique, puisque c'est grâce à l'énergie gabonaise que la France, quelque part, avec le Congo, a réussi à obtenir son autonomie énergétique concernant le pétrole. Mais pourquoi ce pays n'a pas pu être développé grâce à ses ressources? Pendant que le prix du pétrole était encore suffisamment haut, on aurait pu construire des infrastructures, que ce soit au niveau des hôpitaux, que ce soit au niveau des routes, que ce soit au niveau de l'éducation. Vous arrivez aujourd'hui à manquer des tables bancs dans des écoles au Gabon, qui est quand même un pays où il y a beaucoup de bois. Comment est-ce que vous pouvez expliquer que les élèves n'ont pas de table banc dans un pays qui a beaucoup de bois? Mais ce sont des questions auxquelles aujourd'hui il faut répondre courageusement, non pas uniquement en disant que la démocratie va régler tous les problèmes. Une fois que vous avez élu le président, que vous avez élu les députés et les maires, vous les laissez travailler, il n'y a plus aucun compte à leur demander. Et en même temps, il ne faut pas estimer que c'est parce qu'on est parti d'un extrême où les politiciens ont échoué qu'on va aller dans un autre extrême où les militaires ont le droit d'échouer en braquant le vote des populations. Je pense qu'entre les deux, il y a de la place pour réfléchir à un modèle de gouvernance et à un modèle de démocratie propre à nos pays qui permettront de sortir de ces situations où la population a l'impression d'être prise en otage, d'abord par les politiciens, ensuite par les militaires. Mamadou Diop fait l'autre question. Après ce regrettable coup d'État, c'est où va le pays? C'est la question à se poser. Ce qu'il vient de dire est très vrai. On ne peut pas justifier sa propre turpitude par la turpitude de l'autre. Il faut qu'on arrête de justifier le coup d'État parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Pour ce qui est du Gabon, pour moi, la meilleure chose qu'ils doivent faire, on sort d'une élection. Mais on n'a qu'à sortir les vrais résultats des élections. Si les chiffres qu'on nous a donnés ne sont pas les bons. Mais la commission, il ne fallait pas la dissoudre. Il fallait faire ce qui avait été fait en Côte d'Ivoire, qu'on refasse le travail, qu'on recompte les voix. C'est ce qu'on n'a pas fait en Côte d'Ivoire, justement. Ça éviterait une transition. Oui. À ce moment, les militaires peuvent être là, non pas pour prendre le pouvoir dans le sens habituel du terme, mais pour faire en sorte que ces populations qui donnent le pouvoir, qu'on remette le pouvoir à celui que les populations ont choisi. Maintenant, vu l'expérience qui s'est passée, les militaires peuvent superviser, je ne sais pas, des assises nationales, une conférence nationale souveraine pour qu'on remette un peu les choses à la norme.
Mais vouloir faire une transition, alors que curieusement, il s'appelle déjà transition, déjà, ça veut oui. dire que Le comité ces pour gens-là la veulent transition s'asseoir et la pendant un restauration temps. des institutions. Combien de temps, je ne sais pas, mais peut-être qu'ils vont réfléchir sur ce que l'Algérie propose en disant 6 mois. Il faut effectivement réduire la présence des militaires quels au pouvoir. impacts de ce coup d'État au lendemain sur la vie des populations, Mais la pour vie le politique du pays notamment? Pour le moment, c'est l'euphorie. Après, il faudra voir quelles seront les relations avec notamment le Congo-Brazzaville, Oui. parce que beaucoup estiment qu'il y a une main du Congo-Brazzaville derrière ce coup d'État. Et après, il faudra revenir à la triste réalité d'un pays qui a besoin d'être gouverné. C'est pas juste d'être administré, il faut qu'il soit gouverné et gouverné dans le sens des intérêts des populations. Une situation qui annule le scrutin passé? Il a été annulé. Ils l'ont déjà annulé de fait. Oui, parce que vous remarquerez aussi que pendant cette élection, l'opposition a fait le choix de s'aligner derrière un candidat qui n'a pas de parti et donc qui n'avait des candidats ni au municipal ni aux législatives. Donc de toute façon, il faudra refaire des élections. Mais maintenant, dans quel délai? Aucun contrôle là-dessus. Mamadou Diouf. Oui, c'est vrai qu'actuellement, on est dans la première étape. Les populations s'exclament, mais après, on va se poser des questions. Et certainement, les militaires sont en train eux-mêmes de réfléchir. Il a dit que bon, ce n'est pas lui éventuellement le chef. Les généraux vont se rencontrer pour voir qui va être le chef. On a déjà entendu ça au Burkina. Moi, je ne crois pas à ces choses-là. Quand on fait un coup d'État, on assume. On prend le pouvoir, on assume parce qu'il va falloir répondre. C'est ça la responsabilité. Effectivement, on prend le pouvoir. Ce n'est pas la peine d'aller chercher qui va être le chef. Oui. On a fait le coup, on prend le pouvoir, on assume. Maintenant, qu'ils fassent très attention. Les Gabonais ont manifesté parce qu'ils avaient des attentes nombreuses qui n'ont pas été satisfaites. La même chose se produira avec ces militaires s'ils ne sont pas capables de satisfaire ces attentes, alors que, il ne faut pas qu'on l'oublie, le Gabon fait partie des pays qui ont le PIB le plus élevé en Afrique, à cause des ressources dont le Gabon dispose, mais malheureusement, les Gabonais n'en bénéficient pas véritablement. À en croire les images sur les médias gabonais ou encore internationaux, la situation est quand même calme dans le pays. Oui, on est encore dans la phase de l'euphorie pour le moment. Beaucoup de gens estiment que 50 ans, non, ça fait presque 60 ans, de 57 jusqu'à maintenant, ce sont les Bongo qui ont dirigé de façon discontinue. Mais ils n'ont pas dirigé seuls. Il y a un certain nombre de familles au Gabon qui sont très solidaires des Bongo et qui seront probablement solidaires des poutistes par rapport à tous les acquis dont ils ont bénéficié et qu'ils voudront voir ces poutistes sécurisés au terme de ce qu'ils appellent leur transition. Donc, si jamais on repart avec les mêmes, c'est-à-dire peut-être pas un Bongo, mais un membre de ces familles qui estiment que le Gabon est leur propriété plus que celle des autres Gabonais, je pense qu'on ira de désillusion en désillusion et peut-être qu'un autre coup d'État ou un soulèvement populaire viendra à nouveau remettre les compteurs à zéro. Merci pour vos différentes interventions. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Luma Gloire Kemayou, vous êtes journaliste, président du Club de l'information africaine et directeur de Niveau d'économie. Nous étions également avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Tout au long de cette semaine, nous y reviendrons sur différents plateaux. L'actualité au Gabon, le président Ali Bongo renversé, le nouvel homme fort du pays. Désormais, c'est le général Brice Oligui Nguema. Merci de nous avoir suivis dans ce numéro spécial de décryptage. La suite des programmes de Niveau d'Info 1, c'est tout de suite.